Bonsoir et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à Santé d'abord. Ce soir, nous mettons en lumière la péritonite et l'appendicite, deux affections abdominales qui peuvent emporter le patient si elles ne sont pas vite soignées. Mais avant, allons choisir notre dîner pour un bon sommeil. Docteur Adoté, bonsoir. Bonsoir, Olive. Comment allez-vous? Comme toujours bien. En tout cas, moi aussi, je suis toujours en pleine santé. Puisque sur le plateau de santé d'abord, on est toujours zen. Nous allons parler du dîner. Ce repas que nous ignorons souvent, mais qui est important aussi tout autant que le petit déjeuner et le déjeuner, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, que faut-il manger pour bien dormir, docteur? La nuit est longue, hein, plus que la journée que nous passons. Alors, il faut bien manger. Bien manger, ce n'est pas se bourrer le ventre, ni se bourrer le plat avant de le consommer. Il faut manger selon soi. Nous avons trois catégories de personnes. Ceux qui sont sur le sous-poids, Les personnes en en sous-poids, sous-poids, les personnes en surpoids et ceux qui ont le poids idéal. Alors, celui qui a le sous-poids, lui, il veut quelque chose pour venir quelque part. Alors, lui, peut se bourrer le ventre, manger tout ce qu'il faut, selon son groupe, bien entendu. Il peut prendre l'iam pilé la nuit, sans se gêner. Dans ces catégories de personnes que nous rencontrons, le riz avec les sauces légumes, les sauces à noix de palme, avec beaucoup de viande, avec tout ce qu'il faut. Et ils seront allés, ils vont se lever le matin plus tôt que vous-même, qui avez déjà le surpoids. Alors, les deuxièmes personnes, c'est ceux-là qui ont le surpoids. Il est déjà obèse ou il est le surplus pondéral. Alors, cette personne doit faire attention au manger le soir. Le soir, d'ailleurs, ces personnes doivent jamais manger consistant. Alors, c'est les salades de fruits peut-être, selon le groupe. Ou bien les laitues avec assez d'oignons, avec les betteraves, les choux, les carottes qu'il peut prendre le soir. Histoire juste de permettre à ses intestins de ne pas être tournés à vide pour que le matin, il puisse avoir quelque chose à déposer en projet. donc ceux qui sont en surpoids, ils doivent manger léger le soir. Léger le soir, vraiment léger le soir. Ceux qui ont le poids idéal déjà, veulent maintenir leur poids, je ne veux plus grossir, je ne veux plus aller en dessous de ce que j'ai, je veux maintenir le poids. Alors je dois avoir mon deuxième repas le soir. C'est-à-dire à midi, je mange consistant, le soir, je peux manger bien encore. Pour que le matin, je ne mange pas lourd, que je mange léger pour conduire ma journée. Alors, le soir, je peux manger encore tel que je l'ai mangé le matin, ou bien moins comme ça, c'est-à-dire des choses qui ne seront pas débourratives, c'est-à-dire la viande qui ne va pas déranger ma digestion, ou bien les fromages peut-être, qui, à cause du lait, il y a certains produits laitiers qui déjà dérangent notre digestion. Si je vois que mon foie n'accepte pas une telle chose, je l'évite. Mais je peux manger consistant le soir pour pouvoir bien dormir et me lever le matin pour affronter ma journée avec un peu de déjeuner léger encore comme routine. Et des fruits, bien entendu. Oui, le soir, nous ne devons pas manger sincèrement dans l'étape du poids idéal avec les fruits. Quand vous prenez encore avec les fruits, c'est comme les laxatifs. Les fruits nous permettent de libérer ce qu'on a mangé, parce que ça ne reste pas trop en nous. Tout va sortir, tout avec même ce qui est nécessaire, avec les fruits. Alors, le soir, quand vous avez le poids idéal, que vous voulez maintenir votre poids, vous êtes sur un programme de maintien de poids, vous ne devez pas prendre les fruits le soir après le manger. Ce n'est pas conseillé. Et pour ceux qui sont en surpoids, qu'est-ce que Quand vous êtes leur en surpoids, conseillez? c'est surtout les fruits et légumes en salade, comme les laitues aussi, vous pouvez les prendre et c'est bon pour vous. Le soir, vous pouvez déjà dormir, bien dormir et mieux vous réveiller. Est-il conseillé de boire de l'eau le soir? Le soir, nous buvons l'eau à volonté, c'est-à-dire quand il a un besoin. Quand je me sens déshydraté et que je vois que le soir, la gorge est un peu sèche, je peux boire un peu d'eau. Déjà 2000 litres d'eau, ça peut me conduire la nuit. D'accord. Juste quand je n'ai pas une antécédent d'hypertension artérielle. D'accord. Si c'est que je suis obèse seulement, j'ai le surplus pondéral seulement, déjà 2000 litres d'eau le soir au lit, c'est déjà bon pour moi.
Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, madame. Et on se dit à très bientôt. Merci. Bonsoir. Merci. Parfois, une simple douleur peut cacher une maladie grave. La péritonite, c'est une urgence médicale qui peut être mortelle si elle n'est pas rapidement soignée, expliquent les spécialistes. Avec notre invité, nous allons mieux comprendre cette maladie. Quels sont les signes qui doivent alerter? Que faire quand la douleur devient intense et comment éviter le pire? Vous entendrez aussi le témoignage d'un patient opéré qui se bat pour sa survie. Restez avec nous car Santé d'abord, c'est tout de suite. Et pour parler de la péritonite, nous avons comme invité ce soir professeur agrégé Fousseni Alassani. Il est chirurgien viscéral au centre hospitalier régional Lomé Commune. Professeur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Santé d'abord. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Merci. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Oui, et c'est avec plaisir. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de répondre à cette invitation. L'équipe de Santé d'abord a recueilli l'avis de quelques concitoyens sur la péritonite. C'est à découvrir dans ce micro-trottoir. Péritonite, me dolerea nsena men kobo nyar ke be non aro. En tout cas, les gens parlent, mais je n'ai jamais trouvé ça. Moi, je n'ai jamais vu. Péritonite, ne me sais pas encore. Bon, mais je ne veux pas nanai. Et glen la minchi. Voilà. Amoko me duna kaba de gamu to ajua. Dole le malati va maintenant. Pas ab no nanai o ame on a dosese. Pas mi azemi matche ko be mi azemi ya to. Ko mi le yi, mi fond matin. Normalement fond matin no ma dunu kaba la no chijojo. Elle a nabe. No na kaka o me do 9 chan no va dunu ma don pour do menao. Parce que veve ke janale mi be lamea e créer na dolele mo. Elle a ben o nai o mu dunu kaka va do gapopo ama ton me gbowa. Kai gapopo ma André me gbowa. O do problème ganre la gbo njivo. O didi énergie que la non tu la o e didi vo. Non, bâton, ndé pépé badou. Ne calé que du han au double sur le podomovo. Parce que nerf que ni a que jare podomonoa, ekbele nous lenti au subo. Ekbele nous lenti au subo. Elle a bena, car que mova du na voir, amoureux du na noise, car va la de on. Podomole lem. Amoureux du na noise, car m'a dit de covo, et toi, dom ce sera. Donc, elle avait, nous au fond matin. Nous bantons là nous tient alors nous augons alors nous tijo juré et à onka à dans 3 heures du temps au la dunu pendant moi le dunu de gamji o le non les tenu de kuwa ne va eveve que les jade nous ama elle do afire pepe non elle odo parce que nous que mi duna nous ave fe o le odo mi ave nero o me donc ne veve jade do ka bolu mo no le odo le nero o katame donc a lo problème ko. Chers téléspectateurs, nous voici de retour au plateau. Professeur, voici la vie de nos frères. Je pense que sur cette enquête, je pense que la majorité des personnes ne connaissent pas cette affection. Donc, c'est l'occasion d'en parler pour pouvoir apporter un éclairage à toute la population togolaise sur cette maladie. La maladie, elle est méconnue de la population, en tout cas du moins de la plupart de ceux que nous avons interviewés. Dites-nous d'entrée de jeu, la péritonite, est-ce un motif fréquent de consultation? Oui, la péritonite aiguë généralisée est l'une des premières urgences chirurgicales digestives. C'est-à-dire quand on prend toutes les urgences de l'appareil digestif, du ventre, viscéral, c'est l'une des premières, soit c'est la première ou bien la deuxième, avec l'appendicite aiguë. Donc, c'est une maladie qui est fréquente. Donc, vous recevez beaucoup de cas? Oui, oui. Aux urgences, il n'y a pas de jour où on ne reçoit pas de péritonite. Vous allez beaucoup nous informer sur cette maladie que nous ne connaissons pas. Mais la péritonite serait une inflammation du péritoine. Je ne suis pas médecin. Est-ce que je suis correcte? Oui. Alors, le péritoine, d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, la péritonite, d'emblée de jeu, je voulais dire que c'est une urgence
chirurgicale qui menace le pronostic vital. C'est-à-dire que c'est une maladie, si elle n'est pas vite prise en charge, va entraîner le décès du patient. Voilà. Alors, pour revenir à la définition, c'est effectivement une inflammation du péritone, de la cavité péritonéale. Mais cette inflammation est souvent liée à une infection. Donc, une infection de la cavité péritonéale, donc du péritoine. Le péritoine même, qu'est-ce que c'est? Comment on peut le reconnaître dans l'appareil digestif? Où est-ce que ça se situe? Alors, le péritoine, pour être faire simple, c'est la couche qui tapisse la face profonde de notre paroi abdominale. Alors, quand on prend notre paroi abdominale, bien entendu, la peau, c'est la couche superficielle. Il y a plusieurs couches. Et la couche qui est en profondeur, à l'intérieur de notre ventre, c'est le péritoine. C'est une membrane. Et donc, le ventre, comme le commun des mortels l'appelle, le ventre, nous on appelle la cavité péritonéale, va contenir des organes, notamment le tube digestif. Nous avons l'estomac, nous avons l'intestin, nous avons le côlon, nous avons le rectum. Voilà, donc, c'est important de savoir que la cavité péritonéale, elle est habituellement stérile, c'est-à-dire il n'y a pas de germes. Voilà. Mais le tube digestif, c'est-à-dire l'estomac, l'intestin, le côlon, le rectum, et leur contenu est septique, puisque nous mangeons des aliments qui ne sont pas stériles. Voilà. Donc, il y a des germes qui sont dans notre tube digestif. Et c'est quand elle va être infectée que va survenir la maladie qu'on appelle péritonite. Voilà. D'accord. Alors, et qu'est-ce qui cause cette affection, professeur? Justement, donc, après avoir compris cela, alors d'où peut venir l'infection? Alors, l'infection viendra soit que, pour une raison, le tube digestif s'ouvre dans le ventre. Ça, c'est la première cause. Deuxième cause également, soit vous avez une infection d'un des constituants du ventre. Exemple, l'appendicite aiguë. L'autre cause, c'est qu'il y a une perforation, c'est-à-dire une perforation du tube digestif. Voilà, donc le tube digestif peut se trouver quelque part au niveau des intestins. Et c'est ça qui va provoquer la péritonite. Voilà, cette péritonite, c'est elle qu'on voit habituellement à l'hôpital. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, sinon il y a d'autres causes. Et ça permet de parler des péritonites primaires et secondaires. Voilà. Alors, celles que je viens de décrire, c'est-à-dire celles qui sont liées soit à une infection d'un des constituants de la cavité péritonéale, c'est-à-dire soit l'appendice, soit n'importe lequel, s'il est infecté, ou bien lorsque l'intestin est troué. Ces péritonites, on les classe dans la catégorie de péritonite secondaire, c'est-à-dire elles sont liées à quelque chose. D'accord. Mais il y a une autre catégorie de péritonite qui est beaucoup plus rare, très rare d'ailleurs, c'est que la personne est en train de faire une infection généralisée. Une septicémie? Une septicémie, voilà. D'une autre cause, par exemple. Et puis, le germe va se localiser après secondairement dans la cavité péritonéale. Donc, la septicémie elle-même, c'est lorsque vous avez une infection qui prend tout votre organisme, c'est ça qu'on appelle la septicémie. Il peut y avoir des greffes au niveau de n'importe quel organe, dont le péritoine, et ça peut donner cette catégorie de péritonite qu'on appelle péritonite primitive. Mais ce n'est pas des péritonites qu'on voit habituellement. Elles surviennent sur des terrains particuliers où les gens ont une défense immunitaire assez réduite, voilà, ou même dans certains cas particuliers. Et quels sont les signes cliniques? Vous avez dit que c'est une urgence, ça veut dire que ce sont des douleurs, n'est-ce pas? Ce sont les douleurs qui indiquent la péritonite. Comment qualifier cette douleur? Alors, il est important pour nous de dire, pour que nos concitoyens comprennent à leur niveau comment la maladie peut se manifester. Je vais être plus simple. Donc, les péritonites vont se caractériser par une douleur du ventre. Certes, au début, c'est un endroit particulier, mais lorsque la maladie est constituée, c'est tout le ventre qui a mal. Donc, c'est une douleur. Habituellement, la maladie se présente à l'hôpital avec une douleur de tout le ventre. Ce n'est pas une partie seulement du ventre, tout le ventre. Elle peut commencer quelque part, mais après, elle devient généralisée. Ça, c'est le signe le même symptôme. Voilà, le même symptôme, le signe le plus constant. Cette douleur survient dans un contexte d'infection fébrile. La personne a la fièvre et tous les signes d'une infection. Donc, c'est une douleur qui survient, une douleur généralisée qui survient dans un contexte fébrile. C'est le signe que le malade peut sentir à son niveau. Voilà. Après, nous, quand il arrive à l'hôpital, nous sommes des domaines médicaux, il y a d'autres signes qu'on cherche, qu'on appelle les signes d'irritation péritonéale, qui se trouvent à l'examen du malade. Voilà. Et c'est avec tous ces signes-là qui permettent de faire le diagnostic de la péritonite aiguë généralisée. Au cours de nos enquêtes, nous avons interviewé un témoin qui n'a pas voulu s'afficher à la caméra, qui nous a dit qu'il sentait une douleur au niveau de l'ombilic et son ventre qui était dur. C'est ça que vous appelez ventre de bois
Oui, oui, c'est ça qu'on regroupe dans le signe d'irritation péritonéale. D'accord. C'est que, en fait, le ventre, comme il y a l'infection dans le ventre, ça entraîne une contraction réflexe. C'est-à-dire que les nerfs qui commandent à tous ces muscles du ventre-là vont irriter et puis les muscles vont se contracter. Et donc, c'est souvent difficile quand tu mets la main sur le ventre du patient, c'est pas souple. Il n'y a plus de souplesse du ventre. Donc, ce qu'on appelle la défense, ou bien lorsque c'est encore plus marqué, on parle de contracture. Voilà. Et quand vous touchez la personne a très mal, quand vous touchez la personne très mal à tel point, il ne peut même pas, c'est le ventre n'est plus souple. Alors, vous nous faites comprendre, moi et les téléspectateurs ce soir, que les signes caractéristiques de la péritonite, c'est d'abord la douleur. La douleur, après la douleur, un ventre qui se contracte, un ventre qui est dur, si on peut le dire ainsi de façon simple. Bien, de manière simple, le ventre qui est dur, mais qui fait mal au toucher. Et l'ombilic aussi fait mal au toucher, c'est ça? C'est tout le ventre. Ça, vous appelez cri de l'ombilic. Oui, oui, c'est un terme qu'on utilise pour pouvoir que ça puisse entrer bien dans la tête des étudiants. En fait, je rentre dans les détails pour que le téléspectateur sache que quand ces signes en fait, quand vous faites ce signe-là, il faut vite réagir. Oui, en fait, mais c'est souvent difficile pour un patient à lui de le faire. C'est souvent le médecin qui le fait. Parce que la personne a tellement mal que lui-même ne peut même pas le faire. Donc nous, on le fait pour avoir ces signes-là, pour pouvoir poser notre diagnostic. D'accord. On parle aussi de péritonie gynécologique. Ça existe, n'est-ce pas? Les causes de péritonite, qu'est-ce qui peut amener qu'il y ait une infection? Je ne vais pas être... Il y en a plusieurs causes, vraiment. Et je vais parler uniquement des péritonites secondaires. Mais chez nous, au Togo, et dans pas des pays subsahariens, Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, trois domaines. Il y a d'abord l'appendicite aiguë, il y a les ulcères, ulcères gastriques ou duodénales, il y a la fièvre typhoïde. Maintenant, je voudrais insister un peu sur les péritonites gynécologiques, notamment les péritonites qui surviennent après une manœuvre d'avortement fait dans des circonstances pas médicales. Les avortements clandestins. Voilà, les avortements clandestins. Et ces avortements clandestins vont aller, parce qu'ils utilisent du matériel, et puis vont aller perforer les intestins en faisant ces avortements-là. Et on en a beaucoup de cas, souvent concernant les jeunes filles. Vous en recevez aussi beaucoup de cas? Oui, on en reçoit. Et souvent, le diagnostic est souvent retardé, puisque souvent c'est caché. On ne veut pas dire qu'on a fait un avortement, et puis on ne vient pas très vite à l'hôpital, et puis le temps qu'on arrive, tout ça, bon, c'est déjà un peu tard. Voilà, donc ce sont les causes là, sinon il y a d'autres causes. Elles sont rares, mais je pense que pour l'intérêt du public, je pense que celles-là sont les plus importantes dans notre contexte. D'accord. La péritonite, vous l'avez dit, c'est une urgence chirurgicale, c'est une affection grave. Qu'est-ce qui fait la gravité de la péritonite, professeur? Alors, quand on dit urgence chez nous, ça dit que c'est une maladie si la prise en charge n'est pas faite précocement. Pour ne pas dire que dans les heures suivant le début de l'affection, il peut y avoir... Elle engage le pronostic vital. En l'occurrence, la péritonite aiguë généralisée, lorsque le diagnostic est retardé, la personne peut en mourir, même si on l'opère. C'est très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'hôpital et ils disent on a opéré son patient et son parent, mais il est décédé. Justement, la personne, le témoin dont je parle, elle a perdu sa soeur après 3 jours d'opération. Voilà. Elle nous a fait comprendre que l'opération a été une réussite. Elle était en observation, tout allait bien, mais le 3e jour, pour une raison ou une autre, sans signe d'alerte, sans crier gare, elle rentre tranquillement là. Donc, habituellement, comme je l'ai dit... Et on a dit que l'opération n'a pas réussi. Oui, c'est ce qu'on dit habituellement. Bon, on n'était pas là pour voir le contexte, mais ce qui est sûr, la péritonite, on peut opérer, la personne peut en mourir si le diagnostic n'a pas, si la prise en charge n'a pas été précoce. Pourquoi? Si le patient ne s'est pas vite présenté à l'hôpital. Voilà. Mais si le diagnostic a été retardé. Voilà. Et pourquoi les personnes en meurent? Parce que, vous voyez, ces maladies, on a parlé du ventre. Les gens peuvent se poser pourquoi est-ce qu'on a une maladie du ventre et puis on peut en mourir. En fait, cette maladie a des conséquences qui vont aller maintenant avoir des répercussions sur les autres systèmes. Donc, c'est-à-dire, les conséquences, c'est que, pour être simple, quand vous avez une péritonite, il y a 2 choses qui rentrent en jeu. Il y a la septicémie, puisque c'est une infection. L'infection, puisque le péritoine
elle communique avec le reste du corps. Les germes peuvent remonter, voilà, remonter, rentrer dans la circulation. Donc il y a le sepsis, la septicémie qui est en jeu. Et puis, il y a ce qui se passe au niveau du péritoine lui-même, c'est qu'à un moment donné, il va avoir des sécrétions de liquide. Donc, ce liquide vient de l'organisme du patient. Et ce liquide-là n'est pas compensé. S'il n'est pas compensé, c'est comme si vous perdez votre sang, en fait. Quand vous perdez beaucoup, vous risquez de tomber dans le coma comme ça. C'est quelque chose un peu qui se passe comme ça. Et donc, ces deux phénomènes conjugués vont entraîner une insuffisance circulatoire, disons. Le cœur n'arrive pas à envoyer le sang à tous les organes nobles. Donc, tous les organes en souffrent, ce qu'on appelle une insuffisance circulatoire. Il peut y avoir une insuffisance respiratoire, puisque la personne, quand vous avez une insuffisance circulatoire, ça se répercute sur la respiration. Pour avoir une insuffisance rénale, puisque le rein a besoin d'être beaucoup perfusé pour pouvoir bien fonctionner. Donc, c'est tous ces phénomènes qui, quand ils se conjuguent, vont aboutir au décès du patient, même si le malade a été opéré. Si arrivé à un point, on n'a pas compensé les pertes là, on n'a pas à temps, on n'a pas mis d'antibiotiques pour lutter contre l'infection, ces phénomènes vont aboutir au décès du patient. Donc c'est hyper important pour que les gens sachent que cette maladie ne doit souffrir d'aucun retard dans la prise en charge. A priori, toute douleur abdominale, surtout quand c'est une douleur qui est très intense, qui ne part pas. Lorsqu'on a très mal au ventre. Voilà, très mal au ventre, qui ne part pas, qui prend tout le ventre, il faut aller consulter dans un centre. Dans les brefs délais. Voilà, dans les brefs délais. Surtout, ne pas rester prendre des médicaments. Professeur, et comment posez-vous le diagnostic de cette affection? Le diagnostic, d'abord, c'est le malade qui nous dit ce qu'il a. Il nous dit, quand il vient, on interroge. C'est douleur abdominale et puis fièvre, contexte. Et puis après, quand on examine, on trouve les signes d'irritation péritoniale dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ces signes-là permettent habituellement de faire le diagnostic. Habituellement, on n'a pas besoin de faire les examens complémentaires. Les examens complémentaires sont réalisés, voire rechercher l'étiologie. Mais le fait de poser le diagnostic lui-même indique l'opération. On n'a pas forcément besoin d'attendre la cause pour aller faire l'opération. Dès qu'on pose le diagnostic de péritonite aiguë, si la recherche de cause va faire retarder le traitement, on y va. On y va rapidement. Donc, c'est dire l'importance du temps dans cette affection. Le diagnostic lui-même ne coûte pas cher. C'est peut-être la prise en charge qui va coûter un peu cher. Et vous nous dites, ce qui est le plus important à retenir, c'est de vite réagir en cas de douleur abdominale. Voilà, tout à fait. Monsieur Diffa est en surveillance post-opératoire depuis 5 jours. Il doit sa survie à l'équipe médicale qui l'a opéré en urgence après un diagnostic de péritonite. Il a accepté de nous raconter son parcours dans ce témoignage que je vous propose de suivre. En fait, c'était très tôt, dès le bas âge. Quand j'étais en classe de troisième, je devrais être dans les 13 ans, 14 ans comme ça. Et là, mes parents ont eu à m'amener à l'hôpital. Et là, on m'a diagnostiqué cela. Et à partir de cet instant, j'ai commencé par prendre certains médocs, Lansec, métronidazole. Bon, au fur et à mesure, j'ai eu à rencontrer aussi d'autres médocs. Mais bon, jusque-là, bon, ça a empiré. C'est vrai, quand je prends les médocs avant, je suis soulagé. Jusque ce cas, ça a empiré parce que je ne soignais pas mon alimentation. En fait, j'ai une mauvaise alimentation. J'ai vraiment un mauvais régime. Il y a des temps qui ont passé. Quand même, les médicaments ne traitent pas l'ulcère, quoi. Oui. D'après les avis des médecins, c'est la maladie là qui a empiré, qui a perforé en fait mon estomac. Bon, quand ils m'ont demandé en fait la maladie dont je souffrais, je leur ai quand même dit que c'est l'ulcère. Quand même, ce sont ces symptômes qui se sont manifestés et que je me suis approché du centre hospitalier. Vous voyez. Et donc, quand on a eu à m'examiner, on fait la radiologie, tout ça là, c'est là où ils ont découvert parce que j'ai eu à suivre aussi certains traitements à la maison.
c'était satisfaisant. Mais il y avait un problème, c'est que mon ventre ne se vidait pas. Je n'arrivais pas à faire des selles. Mon ventre se contractait et j'avais des douleurs. Tellement de douleurs, des vomissements partis par là, vous voyez. Et là, en combinaison avec mes parents, dans la même condition avec mes parents, on a décidé de venir au CHU pour savoir ce qu'il en est vraiment. Chers téléspectateurs, nous voici de retour sur ce plateau. Professeur, après le témoignage, le récit de notre patient, il me vient deux questions. Est-ce qu'on ne peut pas parler là d'erreur de diagnostic? Est-ce que ce n'est pas cette erreur de diagnostic qui a amené notre patient à la péritonite? Bon, oui, à l'entendre ce qu'il a dit, on peut penser qu'il y a une erreur diagnostique. Mais la question qui me vient, où est-ce qu'il a consulté? Parce que pour faire le diagnostic d'ulcère, c'est les examens qu'on fait. On fait ce qu'on appelle la fibroscopie. Et même si on fait le diagnostic d'ulcère, quand on traite, on doit contrôler pour voir. Le problème qui se pose habituellement aussi, c'est que des fois, les gens, et les patients, on les voit, on leur fait le diagnostic d'ulcère, on commence le traitement et après... Quand ça va mieux, ils ne reviennent plus pour le contrôle. Il y en a même qui achètent le médicament. C'est-à-dire que le médicament que le médecin l'a prescrit pour soigner l'ulcère, dès que ça finit, lui-même, il en achète sans revenir voir le docteur. Or, quand on traite une maladie, il faut un suivi. Parce qu'on peut traiter avec des médicaments, ça ne marche pas. Il faut changer. Il faut changer de formule mais pour comprendre pourquoi que ça ne marche pas. Parce qu'on peut se tromper initialement du diagnostic aussi. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est important de venir voir son médecin et non prendre des médicaments. Voilà. Donc je pense qu'il y a une combinaison de beaucoup de choses chez ce patient. Et donc la péritonite n'est que la conséquence ultime de tous les déboires de ce patient. Il a parlé de son alimentation. Il dit qu'il s'alimente mal. Est-ce que l'alimentation peut être aussi incriminée dans la survenue de la péritonite? Non, pas directement. Directement, non. Directement, non. Et dans la survenue de l'ulcère? Dans la survenue de l'ulcère, quand on est ulcéré, c'est recommandé de ne pas rester à jeun longtemps. L'estomac produit l'acide chlorhydrique pour pouvoir entamer la digestion de ce que nous mangeons. L'intérieur de l'estomac est adapté normalement pour contenir cet acide chlorhydrique. Mais il peut arriver que l'estomac en produit beaucoup plus, si bien que ça dépasse les capacités de sa paroi. Et à partir de ce moment, l'acide chlorhydrique va commencer par éroder la muqueuse. C'est ça qui fait mal aux gens et on appelle ulcère. Il a cité certains signes, les vomissements, qui ne fait pas bien les selles. Est-ce que ces signes peuvent accompagner les douleurs abdominales chez tout le monde? Et c'est systématique? Non. Ou bien c'est au cas par cas? Le maître symptôme, c'est la douleur dans un contexte fébrile. Maintenant, il y a d'autres signes qui ne sont pas toujours présents, comme les vomissements. Et certains patients n'ont pas de vomissements, mais d'autres en ont. Il y a aussi certains patients où l'arrêt de transit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sel, il n'y a plus de gaz. Ça arrive chez certains patients aussi. Mais ces signes ne sont pas assez caractérisés, ils ne sont pas constants. Ce pas des signes qui sont constants dans la période. Les signes qui sont constants, c'est la douleur abdominale généralisée dans un contexte fébrile. Les autres signes ne sont pas toujours présents. Comment faire la différence maintenant entre l'appendicite, l'ulcère et la péritonite? L'appendicite aiguë et la péritonite sont des urgences. C'est-à-dire que c'est une maladie aiguë. Ce n'est pas des trucs qu'on traîne pendant longtemps. C'est quelque chose qui arrive de façon... C'est une question de quelques heures, quelques jours. Alors que l'ulcère, c'est une maladie qui peut être chronique. Deuxième chose également, l'appendicite aiguë, la douleur, elle est localisée en bas à droite ici, du ventre, en bas à droite du ventre. On appelle ça la fosse iliaque droite dans le jargon médical. Alors que l'ulcère, habituellement, la douleur se trouve au creux du ventre ici. Creux du ventre, juste à partie médiane, en dessous de la partie médiane du thorax, le haut du ventre, voilà, qu'on appelle l'épigastre en médecine. Alors que dans la péritonite aiguë généralisée, la douleur, elle est généralisée. C'est tout le ventre. Voilà. D'accord. Merci pour cette précision. C'est votre équipe qui a opéré ce patient. Dites-moi, est-ce que la prise en charge, elle est toujours chirurgicale? Essentiellement, c'est-à-dire que pour guérir de la péritonite, il faut le traitement chirurgical. Puisqu'il y a une infection, il faut aller nettoyer. Il
faut aller nettoyer, il faut aller enlever l'organe malade. Si c'est l'appendicite, il faut aller enlever l'appendice. Et puis après, laver dans le ventre, nettoyer le ventre. Si c'est une perforation, il faut lui fermer le trou, si on peut dire, le trou sur le tube digestif qui est concerné. Mais le traitement qui permet de sauver la vie du patient, c'est le traitement médical qui est basé, qui est centré sur l'antibiothérapie et puis la réhydratation par les sérums. En post-opératoire. Avant, avant, pendant et après après. l'opération, il faut amener de l'eau par voie veineuse au patient. Comme je l'ai dit, Pas perfusion. voilà, pas perfusion. Comme je l'ai dit, qu'il y a des pertes d'eau qui expliquent la mort du patient. Et c'est ce qu'on corrige. Donc, on met des sérums au patient pour pouvoir compenser les pertes hydriques là. On met des antibiotiques pour pouvoir lutter contre l'infection. infections. Et le traitement chirurgical viendra simplement Pour traiter la cause et nettoyer le ventre. D'accord. Et si tout le traitement a été précoce, le malade s'en sort vivant. D'accord. Et quelles sont les chances de guérison, justement? Les chances de guérison peuvent dépendre de beaucoup de choses. Mais les choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est d'abord la précocité. Le diagnostic et le traitement soit fait dans le bref délai. C'est pourquoi c'est très important le patient de consulter très tôt dans un centre chirurgical. Deuxième chose aussi, ça dépend aussi de l'endroit de la péritonite. Si c'est une péritonite qui est faite au dépend du côlon, c'est beaucoup plus grave qu'une péritonite qui est faite au niveau de l'estomac. Parce qu'au niveau du côlon, c'est beaucoup plus sale, puisque c'est pratiquement les selles en fait. Alors qu'au niveau de l'estomac, ce n'est pas encore des selles, c'est un peu de ce qu'on a mangé. Mais le truc déterminant, c'est la précocité de la prise en charge. Ça, c'est très important. Et ça, sur ça, on peut agir. D'accord. Peut-on prévenir la péritonite? Voilà. On peut diminuer le risque de survenue. Alors, pour prévenir la péritonite, je vais revenir sur les péritonites les plus fréquentes chez nous, par exemple. Il y a l'ulcère gastrique ou duodénal, vous avez l'appendicite aiguë, vous avez la fièvre typhoïde et puis vous avez les manœuvres abortives. Si on prend l'ulcère, par exemple, donc l'ulcère, c'est que déjà, il faut éviter de rester à jeun. Pour ceux qui sont ulcéreux déjà, il faut éviter de prendre certains médicaments qui aggravent l'ulcère. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Il y a ce qu'on appelle l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Comme je vais inciter ceux que les gens peuvent reconnaître les noms, il y a diclofenac, il y a ibuprofène, il y a les médicaments qu'on vend sur les marchés. Et les médicaments de la rue? Voilà, les médicaments. Ibucap. Il y a ceux qui prennent Ibumol, Gebedol. Ceux qui le prennent vont se retrouver là-dedans. Beaucoup de ces patients qui viennent pour perforation gastrique ne sont pas forcément des ulcéreux. Quand vous prenez certains métiers qui sont très durs, comme la maçonnerie, des trucs comme ça, à la fin de la journée, quand il est fatigué, quand il a mal, il va chez la bonne dame et on lui donne ça, il prend. Et donc souvent, c'est anti-inflammatoire et souvent c'est très surdosé. Le fait de faire ça tous les jours, prendre ça tous les jours, tu contribues à... Voilà. Donc, il faut éviter l'automédication. J'ai l'habitude de dire que en matière de santé, en tout cas les Togolais, la majorité des préfèrent écouter son voisin qui est d'aller à l'hôpital. Il faut aller voir le spécialiste, il faut aller voir le médecin. Et surtout, il faut éviter de prendre des médicaments de rue. Parce que ces médicaments de rue, celles qui vous donnent ça ne connaissent même pas les principes actifs. Et souvent, c'est surdosé. Et beaucoup de nos patients qui viennent pour perforation, qu'on étiquette comme étant perforation gastrique, quand on refait l'interrogatoire, on se rend compte que, en fait, c'est des gens qui ont l'habitude de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est très important pour la prévention. Ensuite, il faut éviter aussi l'alcool, le café, la exagération, tout ce qui est un peu acide. L'alimentation acide, quand on est ulcéreux, il faut les éviter. Les gens qui ont des ulcères, quand vous venez à l'hôpital, il faut dire au médecin que vous avez les ulcères. Comme ça, le médecin sait qu'il ne va pas utiliser l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Et puis, beaucoup de personnes disent qu'ils sont des ulcéreux, mais on n'a jamais la preuve. Quand on a des douleurs épigastriques, pour s'assurer qu'on a des ulcères, il faut aller voir un hépatogastroentérologue. Il y a des gens qu'on voit aussi qui viennent, j'ai ulcère, il prend lui-même, et puis en fait, au diagnostic final, il a développé un cancer. Donc c'est très important de se faire consulter par un spécialiste pour avoir le bon diagnostic. Toute douleur ici n'est pas égale à l'ulcère. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la prévention pour la diminution du risque d'avoir une péritonite par perforation de l'estomac, par exemple. Maintenant, pour ce qui concerne la fièvre typhoïde, ça c'est beaucoup plus simple normalement. C'est l'hygiène des mains. C'est une maladie des mains sales en fait. Donc quand vous revenez de la maison, lavez les mains, vous achetez des crudités, des fruits, tout ça. Nettoyez-les. Nettoyez-les. C'est pour ça que
Ces péritonites sont beaucoup plus fréquents dans les milieux ruraux, dans les zones semi-urbaines. Vous voyez que c'est la première cause de péritonite. Quand vous allez dans les zones, par exemple, dans les zones de Mandouri, d'Apaon, c'est des grandes métropoles où tout autour, il n'y a que des villages. Quand vous voyez là-bas, le chirurgien vous dira que la plupart du temps, c'est des péritonites par perforation typique. Maintenant, pour l'appendicite, il faut venir très tôt pour que ça n'évolue pas vers la péritonite. Après tout ce que vous venez de nous dire, avez-vous un dernier message à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Je pense que c'est vraiment la constatation précoce. Pas seulement pour les douleurs, pour toute chose. Quand vous avez un petit souci de santé, vous n'êtes pas le spécialiste. Venez à l'hôpital. Plateau n'est marre. Il y a une marque de péritonite. Le tiers, infection, autour, infection. Donc, il va faire pas nous. Pour éviter ça, il faut une choix. Dora, très tôt. Sinon, tu as tard, va faire Afrique. Fiembalio. Enfin, merci beaucoup. Pour l'Organisation mondiale de la santé, 5% à 9% de la population souffrirait de l'appendicite, une affection abdominale fréquente dont nous allons parler dans Santé au pluriel. Restez toujours avec nous. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec le professeur Fousseni Alassani, chirurgien viscéral au centre hospitalier régional Lomé Commune. Professeur, rebonsoir, merci d'être toujours avec nous. C'est un plaisir. Alors, nous parlons de l'appendicite. Comment pouvez-vous nous l'expliquer pour que nous le comprenions assez simplement? D'abord, l'appendice, c'est une structure, Tel qu'on peut le voir sur voilà, l'image. qu'on le voit sur l'image, qui se trouve au fond de la première partie du gros intestin qu'on appelle le sécom. Et cette structure-là, elle a une lumière qui se continue avec le sécom. On ne sait pas trop bien quel est son rôle. Je ne participe pas à la digestion, mais des hypothèses disent que c'est ça entre dans l'immunité. Alors, lorsqu'il y a une inflammation de l'appendice, on parlait de l'appendicite. Et qu'est-ce qui peut provoquer cette inflammation? Alors, pour être fait simple, c'est qu'il y a deux choses qui expliquent fréquemment la survenue de l'appendicite aiguë stable. D'abord, il y a des petites selles dures qui vont aller boucher l'entrée de l'appendice et qui va faire que son contenu ne peut plus être évacué. Et ça va générer une infection locale. C'est cette infection locale-là qui va aller en profondeur dans la paroi de l'appendice et entraîner l'inflammation. Et ça se voit beaucoup plus chez les sujets adultes. Mais chez les enfants, il peut arriver qu'au cours d'une infection, n'importe où, et souvent les enfants font des infections ORL, ça met en branle tout ce qui est tissu de défense de l'organisme. Et il y en a qui se trouvent au niveau de l'appendice aussi. Et ces tissus vont s'hypertrophier et fermer la lumière de l'appendice. Et ça aussi, ça donne le même processus comme chez l'adulte, c'est-à-dire le contenu ne s'évacue plus et puis ça s'infecte là-bas. D'accord. Alors, ce qu'on nous disait dans l'enfance, que les grains de tomates, les grains de piment provoquent l'appendicite, c'est faux? Est-ce que c'est vérifié? C'est pas... C'est pas Après, on a tous mangé des grains de tomates, des grains de goyave, mais on n'a pas fait l'appendicite aiguë. D'accord, donc c'est pas vérifié. C'est pas vérifié. D'accord, professeur. Et comment reconnaître l'appendicite? Alors, c'est une douleur qui va survenir de façon soit progressive ou bien brutale au niveau de la fosse iliaque droite, donc en bas à droite de notre ventre. Cette douleur, Donc c'est localisé. c'est localisé là-bas. C'est une douleur qui est localisée en bas. Habituellement, c'est localisé là-bas. Et cette douleur va s'associer la fièvre. On parle d'infection, on va vers la fièvre. Voilà. Et des signes d'irritation péritonale au niveau de cette zone-là. C'est contracté, c'est douloureux pour le patient là-bas. Voilà après comment va se manifester une appendicite aiguë. On peut traîner le mal pendant peut-être 2-3 jours. Justement, Donc c'est pas toujours aigu, hein? non, C'est pas toujours spontané. Non, oui, ça peut commencer progressivement. Habituellement, les gens disent que la douleur commence progressivement. Une petite douleur, mais qui au bout du temps commence par augmenter en intensité. Et s'installe vraiment, elle fait très mal. Elle ne part jamais, elle est là. Donc c'est ça qui fait que les patients consultent. Parce que c'est une douleur qui à un moment donné n'est plus soutenable et ils viennent en consultation. Et chez l'enfant, comment on peut reconnaître cette affection? Chez le grand enfant, c'est la même chose que chez l'adulte. C'est chez les petits enfants, les nourrissons, que c'est un peu particulier. Mais ça, c'est les chirurgiens peut-être qui peuvent mieux vous le dire. Il va être certainement irritable. Oui, il va être irritable, mais ce n'est pas le même signe. Mais pour l'adulte, le grand enfant, c'est pratiquement les mêmes signes qu'on a.
Nous ferons appel à un chirurgien pédiatre Oui, oui, c'est intéressant. pour mieux nous expliquer l'appendicite chez l'enfant. Et pourquoi l'appendicite est une urgence médicale? Justement, à la base, c'est une affection bénigne si elle est vite prise en charge. Si on traîne, l'infection qui est localisée au niveau de l'appendice là va se généraliser à tout l'abdomen et donner à ce moment-là une péritonite aiguë généralisée d'origine appendiculaire. C'est une urgence qui menace le pronostic vital du patient et qui peut entraîner. Donc, c'est pour ça qu'il faut vite traiter cette affection. Si on la traite très tôt, des fois même au bout de 2 jours à la maison, si les choses ont été faites assez rapidement. Mais quand on traîne, ça peut donner des complications. Il y a plusieurs complications, mais ça peut donner des complications. Notamment, la plus grave, c'est la péritonite aiguë généralisée. Et quelles sont les autres complications de l'appendicite? Alors, les autres complications, il y en a 2. Il y a ce qu'on appelle le plastron. Le plastron appendiculaire, c'est qu'il va avoir un accolement de toutes les structures digestives au niveau de l'appendice malade. De façon simple, les intestins vont se coller. Coller là-bas. En fait, c'est un moyen de l'organisme pour pouvoir éviter que l'infection gagne toute la cavité péritonéale. C'est l'organisme qui réagit ainsi. Qui réagit ainsi. Voilà, c'est une première complication. Mais l'autre complication qui est beaucoup plus grave que celle-là, c'est l'abcès appendiculaire. Il peut arriver qu'il y ait un abcès, vraiment. C'est-à-dire que du pus qui se constitue maintenant tout autour de l'appendice. Donc, c'est un cran plus grave que le plastron appendiculaire. Et la troisième complication, la plus grave maintenant, c'est quand l'infection va gagner toute la cavité péritonéale, qu'on va appeler la péritonite aiguë généralisée d'origine appendiculaire. Et elle est mortelle si la prise en charge n'a pas été précoce. Le diagnostic, comment ça se fait? Alors, le diagnostic peut être simple et compliqué. Elle est simple pour les formes typiques. Localisée à la fosse iliaque droite, avec tous les signes réunis, douleur, fièvre, et puis on fait un petit prélèvement de sang pour voir si elle est marqueur de l'infection. Ça, c'est les cas les plus simples, ça. Maintenant, chez la femme, c'est plus compliqué, puisqu'il y a beaucoup d'organes à côté. Il y a les ovaires, il y a la trompe, tout ça. Dans ces cas-ci, des fois, on a besoin de faire une échographie pour ajouter, pour pouvoir faire le diagnostic. Tout comme chez les enfants, on peut aussi être parfois amené à faire l'échographie pour pouvoir aller au diagnostic. Maintenant, il y a une troisième difficulté qui est liée aux anomalies de position de l'appendice. Parce que ce qu'on a décrit, c'est la fosse iliaque droite. Mais il peut arriver que chez certaines personnes, l'appendice soit un peu plus haut, soit sous les côtes ici, ou bien même des fois, il peut se retrouver à gauche. Il y a certaines anomalies qui font que l'appendice, chez certaines personnes qui se retrouvent à gauche. Là, dans ces cas-ci, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, on a besoin soit de l'échographie, soit du scanner pour pouvoir en faire un diagnostic. De toute façon, ce que nous devons retenir, que l'appendicite est une urgence chirurgicale. Et maintenant, comment devons-nous réagir en cas de suspicion? Qu'est-ce que nous devons faire? Et quand on a une douleur à la fosse iliaque droite, le bon réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Et là, on fait le diagnostic. Le traitement, il est chirurgical. Le traitement, il est chirurgical. C'est le chirurgien qui le fait, chirurgien digestif, bien chirurgien généraliste qui le fait. On peut soit aborder ici, ou bien aujourd'hui, on a de plus en plus des possibilités de faire des petits tours simplement, qu'on appelle la cystoscopie. Et la convalescence est beaucoup plus rapide chez les patients. Est-ce qu'on peut prévenir la survenue d'une appendicite? Non, dans l'absolu, non. On ne peut pas prévenir. Mais on peut quand même éviter que l'appendicite évolue vers une forme grave, notamment la péritonite aiguë généralisée, en consultant très tôt. Et avez-vous un dernier message, puisque nous clôturons ainsi notre plateau de ce soir? Je voudrais dire un sincère merci à la TVT, déjà pour nous avoir donné l'opportunité d'expliquer un peu à nos concitoyens ces deux maladies. Nous sommes disposés toujours, en cas de besoin, de venir pour expliquer. Ça fait partie de notre rôle. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre plateau consacré à notre abdomen ou à la santé abdominale. Ce fut vraiment un plaisir de partager ces instants avec vous. Je rappelle que nous étions avec le professeur agrégé Fousseni Alassani. Il est chirurgien viscéral au centre hospitalier régional Lomé Commune. Professeur, merci, à très bientôt. Merci à vous aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve mardi prochain pour une autre question santé. Bonsoir chez vous.